Cet épisode est commandité par l'A7. Chez Sismic Culture d'Impact, l'entrepreneuriat est au cœur de notre ADN. Chaque jour, on accompagne des organisations dans leurs défis humains et leur désir de faire de leur entreprise une véritable destination. S'engager auprès de la relève entrepreneuriale au Québec est important pour nous. C'est donc avec grand plaisir qu'on soutient le projet de Chloé et Camille et qu'on vous souhaite un bon épisode sur 3624, le podcast. Salut tout le monde, bienvenue à 3624, le podcast. Aujourd'hui, on a reçu pour vous Nicolas Loisel qui est venu nous parler de MTL Balance Board. Qui est d'ailleurs sa compagnie. Donc lui a découvert une passion pour les balance boards lors d'un voyage au Costa Rica. C'est pas assez beau. La pura vida! Exactement. On est jalouse. Oui, c'est ça, oui. Et puis, il est venu nous raconter l'histoire de son entreprise, ses débuts. Il est quand même encore en start-up, donc il vit vraiment la réalité d'une PME. Puis c'était quand même très intéressant d'avoir son opinion sur les choses. On a parlé de tellement de choses que c'est dur de se structurer dans une intro. On a de la misère. C'est toujours comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des matériaux recyclés qu'il utilise. Il fait de l'économie circulaire. Oui, circulaire, exactement. Puis c'est ça. Tout est fait au Québec. Puis moi, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est comment il nous a expliqué que, tu sais, il fut un temps où il a pris un grand pas vers l'avant, puis il a réalisé certaines choses en faisant ce move-là. Il a été capable de reculer un petit peu pour avancer encore plus loin. Puis moi, je trouve ça super pertinent pour un entrepreneur d'être capable de regarder la réalité puis d'être objectif. C'est mon mot de la journée. Mettre ses forces aussi en avant puis de les mettre à profit dans son entreprise, c'est vraiment ce qu'on en retient aujourd'hui. Exact. Il y a plein de belles choses qui Il a s'en aussi fait viennent. partie du programme Adopt Inc. On a compris c'était quoi Adopt Inc. parce qu'on s'était mélangé. C'était pas exactement ce qu'on pensait, mais c'est un programme intéressant pour les entrepreneurs. Donc, bref, on a jasé de plein de choses, puis c'est un super bon épisode, comme toujours. Amusez-vous. Bonne écoute. Bye! Allô Nicolas. Salut Camille. Bienvenue à 3624, le podcast. Merci de me recevoir, c'est bien gentil de votre part. Merci d'être ici aujourd'hui, on est super contents. Donc là, on aimerait savoir, qu'est-ce que tu fais dans la vie? OK. Écoute, moi, je suis le fondateur de Montréal Balance Board. En fait, on est une compagnie québécoise qui fait la fabrication et la conception de balance board, des planches d'équilibre, à partir de bois recyclé. Donc, on achète les déchets industriels et on les revalorise par la suite. Donc, on a créé un peu notre propre économie circulaire, où est-ce qu'on essaie de limiter le plus possible notre empreinte environnementale. Et on fournit des produits qui sont très accessibles pour monsieur et madame tout le monde et qui peuvent leur permettre de rester actifs tout en étant statiques dans le confort de leur maison. C'est un nouveau produit, c'est quelque chose qui est relativement peu connu. C'est pas un nouveau produit, mais c'est quelque chose que je tente de démocratiser, je vous dirais, dans mes tentatives entrepreneuriales de faire grandir cette industrie-là qui est peu connue encore. C'est bien intéressant. Puis pour ceux qui regardent, vous pouvez voir qu'on a un balance board ici. Puis ceux qui écoutent, malheureusement, vous pouvez pas voir. Mais bref, c'est vraiment cool pour vrai. Fait que moi, je connais pas beaucoup ça. Fait que je sais pas comment ça fonctionne. Tu vas peut-être nous... comment ça fonctionne. Je suis capable d'en déduire. Oui, là, c'est pas compliqué. Un morceau, tu sais. Mais, tu sais, d'où t'es venue cette idée? T'sais, est-ce que t'es sportif? Ça vient d'où? Oui, je suis un sportif. J'ai pratiqué toujours plein de sports de planche. Quand j'étais jeune, je faisais du skateboard comme tout bon garçon passé par là, je vous dirais. J'ai fait du snowboard aussi quand c'est arrivé au début. Tu sais, quand j'avais 12 ans, le snowboard, c'est encore très peu connu. Donc, je me suis vraiment lancé dans la pratique des sports de planche, puis j'ai toujours aimé ça. Et en 2017, en fait, j'ai été représentant dans l'industrie de la bière pour une microbrasserie. Et après un certain temps, je voyais que je tournais en rond. Je n'étais pas très, très heureux. Et j'ai décidé de tout lâcher. J'ai démissionné. J'ai vendu mes meubles. Je me suis, à ce moment-ci de ma vie, je me suis séparé de ma copine. J'ai vraiment fait table rase, comme on dit, c'est ça? Oui. Et j'ai tout lancé en l'air pour pouvoir partir dans un voyage de 6 mois au Costa Rica. Oh my God! Ouais, c'était un changement de vie quand même assez drastique, mais c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Puis je trouvais que les étoiles étaient alignées pour moi pour que je fasse ça à ce moment-là de ma vie. Et je suis parti avec mon backpack. J'ai pris un one-way ticket. Je savais pas quand est-ce que j'allais revenir. J'allais laisser le budget dicter la durée de mon voyage. OK.
Fait que je suis vraiment parti en bohème, backpack, puis j'ai décidé de me promener dans les auberges de jeunesse. Je voulais apprendre à faire du surf parce que, tu sais, au Québec, oui, on a la vague à vie. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est du surf de rivière. C'est un endroit proche de Verdun-la-Salle où est-ce qu'il y a une vague permanente où est-ce que tu peux faire du surf. Mais avant que je commence mon entreprise, je connaissais pas cet endroit-là. Donc, pour faire du surf, moi, c'était d'aller dans le sud. C'est sûr et certain, comme tout le monde. Fait que j'ai décidé d'aller là-bas et en apprenant à faire du surf, j'étais pas très bon. Je vais être bien honnête avec vous. Je sais pas si vous avez déjà essayé le surf. Un peu, oui. Ouais, moi aussi, mais rapidement, j'ai peur de l'eau, là. Fait que c'était pas... c'est pas un sport. C'était pas l'idéal, mais... Moi aussi, je trouve ça tough me faire ramasser. Là. C'est très dur. Tu sais, les attentes qu'on a de ce sport-là, on pense tous que ça va être facile, qu'on va être dans le fameux tube en train d'être penché et d'avoir le look cool, mais non, c'est vraiment pas comme ça. Moi, je trouve pas mettons, se lever, mais moi, c'est vraiment quand tu tombes, puis là, tu vires du bord, du côté. Mais moi, c'est un peu ça. Genre, là, tu touches dans le fond, il y a des coraux. Non. J'aime pas ça. Après 30 minutes, je suis comme on sort. Non, c'est très demandant. C'est souvent au-delà de ce que les gens s'attendent. Puis, comme vous, comme toi, Chloé, j'ai embarqué sur mon surf, j'ai rushé, puis j'étais pas très bon. Puis, à un moment donné, les surfeurs, après la journée de surf, les gens se retrouvent toujours un petit peu sur le bord de la plage, puis ça chill, ça boit de la bière. Et les gars m'ont dit, hey, tu sais quoi, si tu veux améliorer ton surf sans avoir à être sur une vague nécessairement, tu peux juste embarquer sur un balance board. Ça va recréer partiellement l'instabilité qui règne quand on fait du surf, puis ça va travailler les mêmes types de muscles au niveau des stabilisateurs du bas du corps, ça va améliorer ta proprioception, les réflexes aussi, parce que souvent quand tu embarques sur une vague, mais tu sais, c'est pas toujours une ligne droite, c'est pas comme en snowboard où est-ce que ta piste elle t'attend puis elle bougera pas, ou en skate, l'asphalte reste la même. En surf, faut que tu deals avec mère nature. Oui, pour s'assurer justement, tu sais, chacune des vagues est très unique, fait que c'est très difficile, fait que ça recrée un peu l'imprévisibilité qu'il y a sur une vague et ça permet de pratiquer un petit peu ton surf. Fait que les surfeurs m'ont garoché un petit peu là-dessus, puis j'ai juste tombé amoureux avec le feeling, tu sais, embarqué, instable. Je me suis royalement pété la gueule. La première fois que j'ai embarqué dessus. Ah ouais, mon estime en a pris un coup. Là, je me rappelle, il y avait plein de gens qui étaient là, tu sais, on était une bonne quinzaine, puis moi, je me dis, je fais du skate, je fais du snowboard, je vais être bien correct là-dessus. Puis non, j'ai appris rapidement que c'est ça, la gravité, ça fait mal quand tu la maîtrises pas, je te dirais. Mais j'ai adoré le feeling, je suis rembarqué dessus directement après, puis j'ai vu tout de suite l'amélioration, puis je me challengeais. Fait que c'est un peu de là qu'est venue ma petite passion pour le balance board. Puis quand je suis revenu à Montréal, j'ai décidé de m'en construire un, puis aujourd'hui, je suis capable de vivre de cette entreprise-là. Ça fait combien de temps? Ça, c'était en 2000... mettons, je suis revenu mon voyage, c'était mai 2018. OK. Ouais. Okay. Fait qu'un an plus tard, fait que t'es resté plus longtemps ou t'es resté ton vrai 6 mois finalement? Je suis resté un 5 mois et demi, 6 mois parce que j'avais plus d'argent, fallait que je revienne. Puis ça faisait longtemps. Tu sais, le Québec, l'été recommençait au Québec. Puis tu sais, j'aime bien l'été au Québec. C'est vraiment cool. Tu sais, la température est bonne, c'est clément. Il fait bon de vivre au Québec en été. Fait que je m'étais dit, je revenais au Québec faire de l'argent pour repartir 6 mois plus tard pour faire le même genre de voyage. Parce que j'ai tellement apprécié mon expérience. C'est libérateur. Tu sais, ça te remet un petit peu les pendules à l'heure en quelque sorte. C'est le fun. Puis tu prends soin de toi là-bas, tu marches beaucoup plus. Il n'y a pas de malbouffe à tous les coins de rue. Tu te lèves puis tu te couches avec le coucher du soleil. Fait que c'est beaucoup plus naturel, je te dirais, comme manière de vivre. C'est pour ça que le slogan du Costa Rica, c'est Pura Vida, la vie pure. C'est vraiment que tu retournes un peu aux essentiels de comment vivre en quelque sorte. Ouais. C'est vraiment cool. Puis là, quand tu es revenu, ça a été quoi les démarches? Est-ce que comme étant au Costa Rica, tu t'es dit, moi, je vais me lancer une entreprise là-dedans ou en revenant? OK. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé en revenant pour que tu te lances? En fait, je suis revenu puis je m'en suis construit un pour moi. Okay. Mon frère puis un de mes bons amis, parce qu'on était des adeptes de sport de planche, puis je savais qu'elle aimait ça. Puis pour moi, c'était comme la découverte de l'année. Tu sais, je pensais que c'était une nouvelle invention, puis que ça n'existait pas. Puis là, j'étais vraiment comme... Je m'emballais un petit peu. J'ai toujours un peu la graine entrepreneuriale, où est-ce que, plus jeune, tu sais, j'ai entamé plein de petites business, entre guillemets, où est-ce que je faisais du lavage de voiture, de la tonte de pelouse, j'allais promener des chiens. Tu sais, j'avais à peine 11, 12, 13 ans, puis je faisais déjà ces genres d'activités-là pour me créer mon propre revenu. Et je m'étais jamais dit que j'allais partir une business avec ça. Mais quand je suis revenu, je m'en suis construit un, puis je l'amenais dans les parties, dans les barbecues avec mes amis que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Ça faisait 6 mois que j'étais en voyage, puis à ce moment-là, les gens embarquaient dessus. Puis je voyais immédiatement le sourire qui apparaissait dans le visage des gens, les gens qui s'enchaînaient, qui voulaient toujours retourner dessus. Tu sais, quelqu'un dans un party allait chercher un hamburger, un dog, une bière, fumer une cigarette, aller aux toilettes, mais il y avait quelqu'un d'autre qui rembarquait directement sur le balance board. Fait qu'il y avait toujours un genre de roulement, puis il y avait toujours cette bonne humeur-là sur la face des gens. Puis là, les gens étaient comme, c'est vraiment cool, hein? Je leur montais des trucs, puis là,
quand il voyait comment j'étais bon, il était comme, j'aimerais ça être bon comme toi. Hey, où est-ce que tu achètes ça? Puis là, j'étais comme, je sais pas. Je m'en suis patenté un dans mon atelier de mon grand-père, puis c'est pas mal ça. Puis là, les gens étaient comme, OK, ça vaut combien? Je j'ai aucune idée. Je sais pas. Genre. Fait que à ce moment-là, j'avais pas encore l'idée de partir en business, mais à force de me faire poser cette question-là, day in and day out, à chaque fois que j'allais dans un rassemblement d'amis, je me suis dit, you know what, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Oui. Fait que lentement mais sûrement, j'ai commencé à en construire à mes amis. Les premiers n'étaient pas très, très beaux, je vais être bien honnête avec vous, mais ils étaient fonctionnels. Tu sais, comme tu dis tantôt, c'est simple. Là. C'est une planche de bois, puis un cylindre. Je veux dire, tout le monde peut déduire comment s'en servir. Puis, de fil en aiguille, cette première été-là, j'en ai vendu une trentaine, sans vraiment pousser le produit. Puis c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec ça. Puis là, tu les construisais toi-même? Exactement. Est-ce que tu les construis encore toi-même? Non, aujourd'hui, c'est plus moi qui les construis, mais pendant les 3 premières années, c'est moi qui les ai construits. J'ai été chanceux. Où est-ce que j'habite? Mon grand-père a un atelier dans le sous-sol. Mon grand-père étant plus âgé, il servait pas vraiment de son atelier. Fait que j'ai commencé à gosser le bois, puis à améliorer l'esthétisme, les dimensions, la finition. Puis de fil en aiguille, ben, tu sais, je continuais à en vendre par la bande sans vraiment avoir une structure ou une intention en particulier. Puis quand j'ai regardé sur mon été combien je n'avais vendu, j'étais comme, hey, tu sais quoi, il y a quelque chose d'intéressant à faire avec ça. Et c'est à ce moment-là, j'ai fait, you know what, let's go, on va essayer. On va essayer d'en faire une grande quantité, puis on va essayer de les vendre avec une intention. Et à partir de là, est découlé toutes les fonctionnalités qu'on peut en faire. Comme tantôt, on jasait avant le podcast, là, ça peut être bon pour les joueurs de hockey, mais tu sais, ça peut servir à tous les types d'athlètes de sport de planche, mais ça peut servir à n'importe quel type d'athlète en général. C'est un bon exercice là, pour tous. Ben oui, c'est vraiment intéressant. Fait que là, quand tu t'es lancé, comment t'as fait, je vais pas dire ton plan d'affaires, parce que t'as peut-être pas fait un plan d'affaires, mais tu sais, comment t'as évalué, en fait, combien tu le vendrais, parce que, OK, c'est du matériel, mais après ça, tu le fais à la main, fait que c'est ton temps, puis ça doit quand même être long, tu sais. De définir le prix, c'est venu avec des essais-erreurs, je te dirais. Au début, tu sais, mes chums, ils m'arrivaient, puis le premier qui m'a dit, peux-tu m'en faire un? Je suis comme, ben ouais, donne-moi 30$. Tu sais, mettons, ça coûtait pas si cher que ça. En matériel, ça coûte pas cher. C'est juste la finition, les étapes de production. C'est plus ça qui va faire la différence sur le long terme. Mais au début, j'ai commencé à 40$. Puis après d'avoir vendu 2-3, les gens disent juste 40, juste 50. Puis là, je suis comme, OK, mais le prochain, ça va être 55. Puis là, j'arrivais à 55, puis encore à 55. Juste 55, cool. Puis là, les gens, ils me donnaient 60, garde le change. OK, parfait, je garde le change. Fait que là, j'arrivais la fois d'après, 60, 65. Puis au fur et à mesure, je montais, puis il n'y avait jamais personne qui disait non. Les gens étaient toujours comme, OK, ben parfait, c'est comme, pour eux, le prix c'était une valeur juste pour cet objet-là. Fait que j'ai monté, puis je pense à 90. J'ai eu mon premier genre, ouais, ben OK, je vais y penser, je vais te revenir. Okay. Tu sais, ça, c'est un peu comme un nom camouflé, en quelque sorte. Les gens veulent préserver un petit peu tes sentiments, tes émotions. Fait que à ce moment-là, je fais OK, parfait. Fait que je suis resté un peu à 90, 80. Puis à un moment donné, j'ai amélioré mon produit. Puis j'ai réalisé qu'il y avait de la compétition, qu'il y avait déjà des produits comme ça qui existaient. J'ai regardé combien était le prix de la compétition, puis pourquoi ils se valorisaient à ce prix-là. Puis à partir de là, j'ai commencé à bâtir un peu plus une image de marque où est-ce que, justement, moi, j'utilisais du bois recyclé. Eux, ils n'en utilisaient pas. Leurs produits étaient faits en Chine. Moi, ils étaient faits ici au Québec à la main. On avait des ébénistes, moi, en l'occurrence, qui s'occupaient de faire la production. Et en améliorant mon produit, en rajoutant justement des vidéos, des exercices qui étaient disponibles pour les gens. J'essayais de mettre de la viande alentour de l'os pour justement justifier une valorisation un petit peu plus élevée de mon produit pour que ça vaille la peine de faire ce produit-là puis de me lancer en business. Puis tu sais, j'ai appris avec des essais-erreurs. Là, au début, mon pricing n'était pas très bon. Si jamais je voulais rentrer dans les magasins comme des sports experts de ce monde. Fait que toutes ces choses-là, l'expérience est rentrée en bout de ligne, puis j'ai appris à mieux valoriser mon produit, puis à peut-être faire une meilleure finition, puis encadrer, puis vraiment partir un brand par la suite. Pour en fait, c'est des matériaux recyclés. C'est quel type de bois que tu vas chercher? Nous, on fait affaire avec du merisier russe. Donc, le merisier russe, c'est un bois qui est très résistant, qui peut supporter jusqu'à 400 livres, exemple, la dimension que vous avez là ici. C'est le bois avec la plus haute norme structurelle dans l'industrie de la construction. Donc, pour l'épaisseur qu'elle a, c'est un des bois les plus minces, mais à la fois les plus résistants. Donc ça donnait un beau côté esthétique au produit parce que au début, j'ai commencé, mes premiers balance boards étaient avec du bois qu'on utilise pour faire des patios. Genre comment on appelle ça? De l'épinette blanche. Ce qui est bien avec l'épinette blanche, c'est que c'est résistant, sauf que c'est très épais. Et avec le temps, c'est un bois qui va travailler. Donc, il va pas garder sa forme initiale. Il va comment dire... il va bouger avec le temps. Ouais, il va warper, là, c'est le mot en anglais qu'il utilise. Il va warper, fait qu'il n'y aura plus vraiment une surface plate. Donc, ça rend pas l'utilisation
optimale, je te dirais. Fait que j'ai dû changer de bois. Puis quand j'ai découvert le merisier russe, j'étais comme, OK, le grain du bois sur le dessus est vraiment beau, la résistance est là, c'est pas un produit qui est lourd, ça peut supporter, c'est du bois recyclé parce qu'on récupère les déchets de plusieurs manufacturiers à Montréal. Fait que c'était vraiment une belle découverte, puis c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté mon choix sur ce bois-là. Puis comment t'as fait pour trouver, tu sais, t'approvisionner de matériaux recyclés? Est-ce qu'il y en a tout le temps, constamment, ou des fois t'es comme, oh my God, il en manque, ou... Ben, ça a été d'un bord comme de l'autre. La manière que ça a commencé au début, c'est je commençais à faire ma business, puis tu sais, j'utilisais encore de l'épinette qui était pas un bois optimal. Puis j'ai un de mes amis qui disait, hey, tu devrais checker cette annonce-là sur Kijiji. Il y a une entreprise qui donne son bois. J'étais comme, oh, ouais, OK, je vais aller voir. J'étais allé jeter un coup d'œil, puis effectivement, l'entreprise jetait énormément de bois. Fait que je me dis, OK, je peux-tu récupérer? Ben oui, il n'y a pas de problème, c'est là pour ça. Donc, durant les premières semaines, je suis allé récupérer le bois. Mais à un moment donné, je me suis buté une semaine où est-ce que je me suis pointé, puis il n'y avait pas de bois pour moi. Je suis comme, pourquoi vous n'avez pas de bois? C'est comme, je m'étais comme un peu habitué à cette source-là, en quelque sorte. Puis ils m'ont expliqué qu'il y avait d'autres personnes qui venaient chercher du bois des fois. Puis j'étais comme, OK, si je veux bâtir une source d'approvisionnement qui est soutenable puis qui va être récurrente à toutes les semaines, fallait que j'aie une certaine structure ou une entente avec ces manufacturiers-là pour m'assurer d'avoir un approvisionnement constant. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de leur offrir justement la gestion de leurs déchets industriels, où est-ce que à toutes les 2 semaines, je passais, qu'il y ait beaucoup ou pas beaucoup de bois, je passais à toutes les 2 semaines puis je récupérais leurs déchets industriels pour ensuite les revaloriser en balance board. Donc, je suis allé chercher une entreprise et ensuite, j'ai eu, comme on jasait tantôt, j'ai passé à l'émission dans l'œil du dragon. Puis quand j'ai passé à l'œil du dragon, ça a vraiment explosé. Puis cette structure-là n'était plus suffisante pour me donner assez de bois pour fournir à la demande. Fait que je me suis informé auprès de cette manufacturier-là pour savoir c'était qui les compétiteurs dans leur industrie, parce que je me dis sûrement que les compétiteurs aussi génèrent le même genre de déchets. Alors, je suis allé voir les autres compétiteurs à Montréal. Puis je me suis même rendu jusqu'à Toronto pour aller chercher justement tous les joueurs dans l'industrie pour m'assurer de récupérer leurs déchets industriels. Puis j'ai mis un petit peu en quelque sorte une structure avec chacun d'entre eux pour justement revaloriser leurs déchets puis m'assurer qu'eux réduisent leur perte en quelque sorte parce qu'ils payent quelqu'un pour couper, ça me fendait le cœur. Ils payaient un employé pour couper le bois pour que ça rentre mieux dans leur container de déchets. Puis j'étais comme, non, coupez pas ce bois-là. Moi, je vais en refaire quelque chose par la suite. Et c'est ça, de fil en aiguille, j'ai pu établir une genre d'économie circulaire où est-ce que tous ces manufacturiers gardent leurs déchets pour moi, puis à toutes les 2 semaines, soit moi ou quelqu'un va chercher le bois pour les amener chez notre ébéniste, puis les transformer en OK, fait que c'est encore ça que tu fais à ce jour? Exactement, oui. C'est encore la structure que j'ai à ce jour, oui. Puis là, tu as mentionné rapidement justement ton passage dans l'œil du dragon. Donc, on peut y revenir. Comment ça s'est passé? Puis là, tu dis que ça l'a fait exploser. Puis je trouve ça intéressant parce qu'on a reçu d'autres invités qui ont passé aussi. Puis, des fois, le discours n'est pas nécessairement le même là, par rapport à l'expérience et tout. Fait que toi, comment tu as vécu ça? Puis, est-ce que tu as fait un deal avec un dragon ou non et tout? Et moi, j'ai été très, très chanceux. Je suis un peu un entrepreneur à l'image de l'étudiant que j'étais. C'est-à-dire pas très organisé. Je suis pas trop à mon affaire, mais j'ai de la drive. Puis, quand je dis que je vais faire quelque chose, je le fais tout le temps. Donc, les exposés oraux, quand j'étais à l'école, étaient ma force. Je faisais pas le travail, mais je faisais les exposés oraux. Puis, un peu comme au Dragon, je vous dirais, c'est un gros exposé oral où est-ce que tu dois te préparer. Et pour moi, ça a très bien été. J'ai fait une bonne préparation. Je suis arrivé avec un genre de scénario de comment ça allait se dérouler. J'ai beaucoup étudié les gens qui ont passé avant moi pour savoir un petit peu quel était leur faux pas, quel était leur bon coup, comment ça allait se dérouler, quel genre de questions j'allais recevoir. J'ai vraiment mis comme des efforts là-dedans pour m'assurer que je frappe un coup de circuit une fois qu'on fasse l'enregistrement. Et ça s'est très, très bien passé. Pour vous donner des chiffres là, un petit peu, là, moi, je suis vraiment pas gêné de parler des chiffres d'ailleurs. Les Dragons, quand on a fait l'enregistrement, c'était le 11 mars. Je vous rappelle que le 12 mars 2020, la pandémie frappait. Exactement. Je me rappelle quand on a serré la main, j'ai fait un deal avec Nicolas Duvernois. On a serré la main sur le plateau de tournage, puis tout de suite après, je voulais resserrer la main aux gens, puis déjà, les gens avaient commencé à prendre l'habitude de donner le coude. Puis c'est vrai, déjà? Ben, tu sais, Nicolas Duvernois, exemple, fait des affaires à l'international. Fait que je pense qu'il voyait plus venir qu'est-ce qui se passait que nous, mettons, les citoyens normaux. Fait que déjà, il avait pris l'habitude de réduire ses contacts physiques avec les gens. Et, mais c'est ça, je m'en rappellerai toujours. Fait que le 11 mars, on a fait l'enregistrement, puis j'ai été diffusé le 6 avril. Et dans l'heure de l'émission, j'étais le dernier entrepreneur qui était présenté. Ma présentation a duré 7 minutes 45. Écoute, le montage qu'ils ont fait avec ma présentation était A1. Pour vrai, t'étais c'était fun! C'était fou.
Wow. L'enregistrement, pour ceux qui ne savent pas, ça dure, dépendamment des entrepreneurs, entre 30 minutes, 45 minutes. Et c'est long. Exact. Puis, ils te posent des questions. Puis, si tu bégayes ou tu veux reformuler une phrase, tu peux leur prendre. Ils vont juste couper. Puis, eux, ils vont faire un montage au final. Fait que, sur les 45 minutes d'enregistrement, hein, ils en ont passé 7, mais il y a quand même 30 minutes où est-ce que j'ai bégayé, je me suis envargé, j'ai pas dit le bon mot, ou j'ai voulu recommencer ma phrase. Bref, fait que les gens, souvent, ils voient ça comme un one-shot take. Là. C'est pas du tout comme ça. Et la production a fait un montage incroyable. Pour moi, même quand je l'ai écouté, j'étais comme, oh, wow, OK, ils n'ont pas passé ce bout-là. Ils m'ont pas fait mal paraître. Ils m'ont vraiment mis sur une belle lumière, je vous dirais. Et après la diffusion, la journée du 6 avril 2020, dans l'heure qui a suivi ma diffusion, on a fait pour 25 000 $ de vente. Hey, c'est tellement le fun. Tu devais capoter. Je capotais, tu dis. C'est sûr. Tu sais, quand ton cellulaire, il sonne parce que tu reçois trop de messages textes, là, ben, moi, c'était un peu ça, mais c'était juste des commandes qui rentraient durant cette heure-là. Fait que tu sais combien t'en as vendu de board? En unité, non, parce que j'ai gardé comme les chiffres monétaires en tête. Mais si on dit 25 000, j'étais à 250 à peu près balance board. Entre 225 puis 250 balance board de vendus en une heure. Ça a vraiment été très rapide. Puis dans le 24 heures qui a suivi, fait que 24 heures plus tard, on était rendu à 50 000 $ de vente. Ça frappe l'imaginaire. Là. Tu dis, je vais faire une année de salaire en 24 heures. C'est fou. Coup de circuit. Là. Coup de grand chelem, là, comme on dirait. Là. Puis c'est ça, une semaine plus tard, j'étais rendu à 100 000 $ de vente. Fait que ça a vraiment changé le cours de mon entreprise en quelque sorte, parce que depuis ce temps-là, les gens, ils me croisent encore dans des événements que je fais l'été ou au Palais des Congrès, par exemple, puis ils sont comme, oui, je l'ai vu au Dragon, j'ai trouvé vraiment bon, ça fait une couple d'années que j'y pense, mais aujourd'hui, je l'achète. Souvent, c'est une graine qui est plantée il y a longtemps, puis le temps qu'elle germisse, puis que les gens passent à l'action, ben, ça prend du temps, mais ça a été très instantané, mon succès sur les Dragons, je te dirais. Là. Toi, au Dragon, tu demandais combien, puis tu évaluais ton entreprise à combien? Je demandais, c'était 25 000 pour 15 % de mon entreprise. Ça faisait une évaluation à 166 000 $. Honnêtement, une évaluation, là, c'est tellement subjectif. Tu peux y arriver avec n'importe quel chiffre. Il n'y a personne qui va être capable de dire oui, tu as raison ou non, tu as raison. Ça va avec l'analyse que tu vas faire de l'entreprise. Moi, j'essayais de voir un petit peu le potentiel, où est-ce que j'allais aller, mes ventes précédentes, où est-ce que je pensais pouvoir faire. Tu sais, j'étais encore au début de mon entreprise parce que je peux me permettre de rêver à n'importe quel scénario possible dans les années à suivre. Fait que je voulais pas y aller trop gourmand pour décourager les Dragons puis qu'ils disent, il se prend pour qui, lui, avec son évaluation de un demi-million ou whatever. Fait que j'étais allé avec une petite évaluation juste pour être sûr d'avoir un deal. Question que la narrative de ma présence au Dragon soit bonne. Je voulais serrer une main parce que quand tu passes au Dragon, si tu as un deal puis si tu n'as pas de deal, mais ça va affecter le téléspectateur de la perception qu'il va avoir de toi. Tu sais, genre, le produit est cool, si ça, mais les gars, ils n'ont pas eu de deal, fait que business de mal. Mais pas business de mal. Non, mais l'entrepreneur est pas assez solide pour passer au prochain niveau. T'sais. Exactement. Fait qu'en ayant un deal avec un Dragon puis une commande avec un autre Dragon, ça a vraiment solidifié un petit peu la perception que les consommateurs ont eu de mon produit, puis ça a sûrement aidé favorablement à ce qu'ils passent à l'action sur mon site puis que je fasse ces chiffres-là en si peu de temps. C'est ça. Puis est-ce que ton deal avec Nicolas Duvernois, c'est ce que vous l'avez fait pour de vrai finalement ou pas encore? Non, ça s'est pas concrétisé par la suite. Il m'a beaucoup aidé au niveau du coaching, du mentorat. Il m'a donné des bons trucs, mais au final, on a conclu que c'était peut-être pas une décision d'affaires peut-être réfléchie parce qu'il n'était pas du tout dans cette industrie-là. Il fait des spiritueux. Il a fait plusieurs ententes au fil des années. Je ne sais pas lesquelles se sont concrétisées, mais ce que je peux savoir, c'est, exemple, si les téléspectateurs regardent l'émission puis ils voient 20 poignées de main dans l'année, bien sur 20 poignées de main, je pense qu'il y en a peut-être 3, 4, 5 qui vont vraiment se concrétiser. C'est ça qu'on a réalisé. Là. Moi, je ne savais pas. Moi non plus. Non, on a reçu un invité qui est allé, puis c'est ça qu'elle nous a expliqué, là, que ça se concrétise rarement. Elle est encore en train. Elle est encore en discussion. De qui on parle, je veux des potins? C'est la compagnie Hot Puck. Sabrina? Oui, exactement. J'étais en communication avec elle récemment. On a fait un show ensemble, puis cet été, on a partagé plusieurs booths ensemble dans plusieurs événements. Elle fait les poches réchauffantes réutilisables. C'est cool, hein, quand ils pètent la... tellement, là. Son parcours est super moi, il faut que je les cache, OK? Parce que quand elle est venue, elle nous en a laissé. Les enfants les activent tout le temps. Juste pour voir la gélatine se transformer. Là, je suis rendue que je les cache dans la maison parce que là, il faut toujours que je les fasse rebouillir. Je suis comme, vous allez passer mes sangs, je te dis. Là, ils sont là dans le divan, ils sont de même, ils se mettent ça dans la face. Trouve ça le fun. Mais c'est un très beau produit. Quand j'ai rencontré Sab, je parlais et j'analysais son produit, j'étais comme, hey, tu vends de la chaleur, c'est quand même cool. Là, genre, peu importe t'es où, tu vas juste péter ta petite pochette, puis
je lève mon chapeau à ça. Ouais. Non, effectivement, moi, ça m'a vraiment impressionné. Fait que tout ça pour dire qu'elle nous avait expliqué que justement, c'est plus long les délais avec les dragons, mais c'est vraiment intéressant quand même. Puis ça te permet d'avoir accès à des précieux conseils. C'est une tonne Nicolas Duvernois super intéressant. Oui, c'est tout un entrepreneur. On va se le cacher. C'est quelqu'un de très solide. Puis il a une bonne vision, il est inspirant, il sait où il s'en va. Il a fait des erreurs dans le passé qui il va te permettre de ne pas les recréer. C'est tout un atout, je te dirais, d'avoir rencontré ces personnes-là puis à te permettre de grandir en tant qu'entrepreneur. Oui, vraiment. Puis je pense que ce qui est vraiment pertinent pour un entrepreneur, c'est d'avoir l'ouverture de s'asseoir avec quelqu'un qui va te dire comme ça, fais-le pas, ça, fais-le. Puis tu sais, des fois, c'est difficile d'être aussi objectif, mais il faut, tu sais, t'as pas vraiment le choix. Fait que c'est vraiment le fun d'avoir la chance de communiquer avec ces personnes-là. Fait que suite à ton passage dans l'œil du dragon, là, t'as vraiment eu un envol, là, dans le fond. Oui, non, là, ça a complètement changé. Tu sais, les gens nous écrivaient sur les médias sociaux, sur nos emails, pour s'informer sur le produit. Parce que, tu sais, ils te voient, tu sais, ça pique toujours la curiosité des gens de voir un produit à la télévision qu'ils ne connaissaient pas. Puis comme je disais auparavant, c'est quelque chose qui existe depuis tout le temps. Tu sais, l'origine des balance boards, ça provient du cirque. On appelait ça un rollabola avant. Ça fait des décennies, si ce n'est pas des siècles, que ça existe déjà. C'est juste que ça n'a jamais été sorti du contexte du cirque. Et quand moi, j'ai découvert ça par le biais des surfeurs, mais j'ai réalisé que c'était bon pour les surfeurs. Puis là, rapidement, j'ai fait, c'est bon pour n'importe quel type d'athlète de sport de planche. Ensuite, moi, j'étais un joueur de hockey. Je fais comme, c'est bon pour les joueurs de hockey. J'ai réussi à l'introduire dans des sessions de yoga. Il y a plein de manières que tu peux vraiment décliner l'utilisation du balance board. Fait qu'en passant au dragon, ça m'a permis de commencer le processus de démocratisation du produit. Absolument. De mettre carte sur table de genre, tu penses que ça s'adresse pas à toi, mais oui, là, genre, là, tu parles un peu de tout, oui. Exactement. Mais c'est en apprenant à utiliser le produit, à le vendre, à en parler, que j'ai fait comme, tu sais quoi, c'est bon pour la ceinture abdominale, c'est bon pour les muscles stabilisateurs du bas du corps, ça va permettre de prévenir les blessures sur le long terme quand on pratique des sports comme le ski ou le snowboard. C'est une bonne manière de s'activer le matin pour juste se réchauffer sans nécessairement faire du jogging ou quoi que ce soit. Tu t'embarques 10-15 minutes en écoutant ton émission de radio le matin ou les nouvelles à la télévision. Un podcast, exactement, votre podcast à vous. Il y a plein de moments où tu peux l'introduire dans ta journée sans que ça soit un workout. Ça peut juste être un moment où tu chill, où tu veux te concentrer, où tu veux déconnecter. Puis, si tu veux l'utiliser dans ton workout, il y a plein d'exercices qui sont disponibles. On a travaillé avec un kinésiologue pour savoir exactement quel type d'exercice qu'on pouvait faire, quel muscle ça allait solliciter et pour quel sport ça allait être bénéfique. Fait que dépendamment du type d'athlète que tu es, on a des exercices qu'on peut suggérer aux gens pour leur permettre de mieux performer dans leur discipline par la suite. Oui, tu sais, même les gens, là, je pense à nous, là, même les gens qui sont un peu comme hyperactifs. Non, mais tu sais, les gens qui bougent tout le temps. Des gens sportifs, oui, mais tu sais, non, mais je parle pour les gens hyperactifs. Tu sais, mettons, moi, j'ai toujours la patte qui bouge, je jump tout le temps, les pieds de même. Mais là, tu sais, des fois, je pense à être debout là-dessus. Mettons, tu te prépares dans le miroir, puis tu es sur ton balance board. Ou juste des fois, dans ta journée, tu as besoin de te shaker. Là. Moi, qui ai de la misère à travailler à l'ordi, là, non, mais c'est ça, tu te changes de mood. Avez-vous des TDA, vous? Moi, j'ai un trouble d'attention, mais pas d'hyperactivité. Mais Camille, je pense qu'elle a l'hyperactivité. Moi, j'ai le kit au complet, là. Mais honnêtement, pour moi, j'ai un TDA qui était non diagnostiqué. Puis c'est juste récemment que j'ai fait comme, j'ai tellement TDA, c'est sûr, certain. Puis ce genre de choses-là m'aide beaucoup. Comme, je sais pas, vous, quand vous parlez au téléphone pendant de longues minutes. Tu marches. Mon appartement, j'ai fait des centaines de fois là, en marchant back and forth. Maintenant, j'embarque sur mon balance board, je reste sur place. Puis ça comble le même besoin de marcher, mais en restant sur place. Exactement. Il y a des gens qui vont avoir la gigote quand ils sont devant l'ordinateur. Tu sais, de plus en plus, nos emplois sont malheureusement concentrés sur des ordinateurs, sur des écrans. On peut facilement s'installer sur un balance board, rester au même endroit, bouger tout en étant statique, et ça augmente la concentration puis le focus. Mais t'as pas le choix. Moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Là. Je pense que ça aiderait pas mal de gens au final. Mais là, quand t'as parlé de parler au téléphone, je me suis juste entendue comme tomber puis crier au téléphone. Comme, t'es-tu encore là, Camille? Oui! Mais c'est sûr qu'avant de faire certaines choses comme ça, il y a un petit peu de pratique. J'étais comme, je pense qu'on va commencer par embarquer dessus. Ouais, t'as bien raison, vraiment. On va apprendre à marcher avant de courir. C'est ça. Puis là, maintenant, ça ressemble à quoi, mettons, ton quotidien dans ton entreprise? Est-ce que tu es encore le seul employé ou tu as engagé des gens? Puis... après mon passage au Dragon, ça a vraiment explosé. Puis je me suis retrouvé dans une situation d'hyper-croissance où est-ce que je n'étais pas capable de répondre à la demande. Il y a des gens, après mon passage, qui ont dû attendre 2 mois avant de recevoir leur commande parce que j'étais juste
pas prête à fournir. C'est normal. Exact. C'est à ce moment-là que j'ai fait comme, OK, wow, j'ai quelque chose de vraiment cool. Mais j'étais pas prêt. J'avais pas les infrastructures pour ça. J'avais pas la production pour ça. Puis c'est à ce moment-là que j'ai fait face à mes premiers problèmes d'approvisionnement en bois parce que quand je suis allé voir mes fournisseurs, c'est grand mot, les manufacturiers chez qui je récupère le bois, ils me donnaient du bois. Puis je suis comme, c'est tout, vous n'avez pas plus que ça. C'est comme, non, c'est tout ce qu'on a. Genre, j'étais allé voir leurs concurrents, il n'y en avait pas plus. Puis là, je me suis retrouvé, quand j'ai passé au Dragon, à un dilemme. J'ai pas eu le choix de déroger de ma mission environnementale. C'est que j'ai dû acheter du bois pour combler la production temporaire des balance boards après mon passage, parce que tu sais, quand tu achètes un produit, surtout aujourd'hui, les standards sont établis par Amazon. C'est comme tu cliques order, puis 24 heures plus tard, tu as ta commande devant ta porte. Fait que les gens m'écrivaient des messages. Franchement, voir que ça prend autant de temps chez Amazon, ça prend 24 heures. Puis je suis comme, hey, dude, t'es pas fair, là. Genre, non, je suis pas Amazon. Je suis pas Amazon, là. Tu me compares à la plus grande entreprise au monde. Puis t'es fait toi-même, là. Tu t'attends à ce que les standards soient les mêmes. C'est pas legit, genre. Mais tu sais, les gens oublient ça des fois parce qu'ils sont tellement habitués à leurs habitudes de consommation que, bref, en tout cas, je recevais des... aussi, mettons, je pense à un consommateur qui écoute à la télé. Tu dis que c'est déjà une grande entreprise parce que c'est des gros chiffres pour certaines personnes, même si pour une entreprise, c'est des petits chiffres. Tu sais, c'est quelque chose qui te permet pas nécessairement d'en faire une méga production, ce que tu demandais. Tu sais. Ouais, tu peux pas envoyer ça en Chine à 200 000, là, dans le sens que... Non, exactement, mais des fois, les gens, ils sont pas capables de faire la différence entre les deux. Fait que j'ai eu à apprendre à la dure, je te dirais, avec beaucoup de messages de gens qui s'impatientaient. Alors, j'ai été obligé d'acheter du bois pour en faire une certaine quantité pour être capable de juste me sortir la tête de l'eau. Et par la suite, j'ai découvert qu'il fallait que j'aie des ententes avec les manufacturiers pour que le bois, ça soit juste moi qui les récupère. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller à Toronto parce que je manquais de bois. Tu sais, si tu vous dites, c'est loin Toronto. C'est loin, mais il n'y a pas d'autres entreprises dans cette industrie-là, autres qu'à Montréal, Toronto, puis les autres grandes villes américaines. Okay. Fait que, tu sais, Toronto, c'est la deuxième plus proche où est-ce que je peux aller récupérer ce bois-là. Puis c'était super important pour moi de garder cette mission, cette valeur-là environnementale où est-ce que je crée pas de matière première, je fais juste la revaloriser, la récupérer. Puis je trouvais le principe d'économie circulaire tellement bien. Moi, j'étais un gros fan de David Côté puis Loop Mission. Vous connaissez les jus Loop? Ouais. Je trouve tellement ça cool qu'est-ce qu'ils font. Ils sont tellement de ces médias sociaux, eux autres, là. C'est fou. C'est débile. Loop. Loop Mission, c'est des jus pressés à froid. J'allais dire ça, puis j'étais comme... Oui, c'est ça. Non, mais je suis sûr que tu connais, tu as déjà vu. Bref, ce qu'eux, ils font, je trouve ça incroyable. Je me dis, OK, moi, je veux peut-être devenir un peu l'équivalent de ce qu'eux, ils font dans l'industrie alimentaire, mais moi, pour l'industrie du bois. Donc, c'est là que j'ai commencé à avoir des petites ententes pour m'assurer d'avoir un bon approvisionnement. Je pourrais aller chercher davantage de bois aujourd'hui, sauf que là, ça devient plus compliqué au niveau de la logistique parce que ces industries-là sont plus loin dans d'autres villes. Il faut que je fasse... Le transport. Il faut que ça fasse du sens, exactement. Comment rapatrier un petit peu la matière première puis la ramener ici à Montréal. Je veux quand même garder une empreinte environnementale minime. Fait que c'est sûr que d'aller à Toronto, ben c'est du gaz aller, du gaz revenir. L'important, c'est pas d'être parfait. L'important, c'est de faire de son mieux. C'est un petit peu ce que je fais dans mes démarches pour l'approvisionnement du bois. C'est vraiment cool. Puis, j'ai dérogé la question initiale, attends. Écoute, ton quotidien. Oui, initialement. On a tout dérogé, mais c'était comme, c'est quoi ton quotidien maintenant? Ma dernière question, c'est, comme là maintenant, est-ce que tu es encore le seul employé? Tu engages des gens? Fait qu'après le Dragon, ça a augmenté très vite. J'ai été un petit peu dans le jus. J'ai décidé d'engager du monde. J'ai commencé à faire la production à l'interne. Donc, j'ai engagé un employé, j'ai loué un local, je me suis équipé avec tous les outils que j'avais besoin pour faire la production parce que fallait que j'augmente la cadence en quelque sorte. Puis, tu sais, ça l'amène son lot de problèmes ou d'ajustements plutôt. Puis j'ai eu un employé à la production. Moi, j'étais encore à la production. J'avais engagé une personne pour s'occuper du marketing. J'avais une autre personne pour s'occuper de tout ce qui était ressources humaines, subventions, administration, comptabilité. Bref, quand tu commences une entreprise, tu portes pas juste un chapeau, tu portes plein de chapeaux. C'est difficile d'avoir une personne dans chacun des départements, mais on était jusqu'à 6 employés avec des stagiaires et quelques sous-traitants. Je vous dirais, tu sais, j'employais dans le plus haut de ma cadence jusqu'à presque 10, 11 employés. Employés, je dis employés sous-traitants, 10, 11 personnes. Là. Je ne veux pas dire qu'ils étaient sous le cadre que j'étais un employeur nécessairement, mais ça a été jusqu'à ça. Puis là, on l'a rediminué, on a rendu ça un petit peu plus efficace. Parce que je réalisais que, tu sais, quand tu as beaucoup de revenus qui rentrent, tu pars en grand sur les dépenses pour finalement réaliser qu'il y en a qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas essentiels. Fait que là, j'ai plus revenu vers la base un petit peu. Maintenant, je n'ai plus d'employés, mais j'ai plus de business partners, j'ai plus de sous-traitants avec qui je travaille pour justement faire le marketing, faire la production. J'ai décidé de me délaisser de mon local de production parce que ça vient avec son lot de problèmes de gestion. Puis c'est des choses que j'ai réalisées en tant qu'entrepreneur. Tu sais, au début, tu te lances à des grandes attentes, puis après, tu réalises
qui t'es, c'est quoi tes forces, qu'est-ce que t'es capable de faire, qu'est-ce que t'aimes faire. Fait que j'ai un petit peu fait 3 pas en avant pour finalement faire comme, tu sais quoi, on va refaire 3 pas en arrière, puis on va repartir sur des bases qui me conviennent à moi comme entrepreneur pour que je puisse justement être heureux dans tout ce que je fais. Parce qu'à un moment donné, je gérais du monde, là, j'avais du stress, ça venait de partout, j'étais pas capable de fournir à la demande. Puis comme je disais tantôt, j'étais un peu à l'image de l'élève que j'étais. Demande-moi pas d'être le leader du groupe, là, parce que je vais avoir la difficulté à faire. Fait que je vais peut-être être ton meilleur joueur, mais je vais jamais être ton capitaine dans une équipe. OK. Mais c'est important. Fait que là, tu vis ça, mettons, ce que tu viens de dire, tu le vis comment en tant qu'entrepreneur? Parce que veux pas, en ce moment, en start-up, t'as pas vraiment le choix d'être le capitaine. Tu sais, t'es pas rendu au moment d'avoir un capitaine qui fait ça pour toi, puis c'est ton bateau. Tu sais, fait comment tu te positionnes là-dedans? Ben là, un peu ce que tu viens de dire, dans le fond, t'as comme redispatché, sous-traité les choses, puis là, ça se passe bien. Ce que j'ai appris quand je suis devenu employeur avec des employés, c'est que la gestion des employés, ça l'englobe tellement plus que de dire à quelqu'un, je te donne tant, puis tu fais telle affaire, puis on est correct. Il faut que tu deals avec des personnalités, il faut que tu deals avec des horaires, il faut que tu vives avec des caractères, des attitudes, des comportements X, Y, Z. Il y a plein de choses à prendre en considération au niveau des ressources humaines que je pense pas que j'étais outillé et peut-être aussi que ça me tentait nécessairement de gérer. J'ai toujours été un gars très simple, c'est comme, je te paye X, tu me donnes Y, mais c'est pas comme ça que ça marche. Mais non. Non, puis je l'ai appris à la dure. Fait que j'ai compris que la relation employeur-employé, c'était peut-être pas quelque chose qui était fait pour moi. Je préférais plus une relation d'affaires où est-ce que toi, tu as ta business, moi, j'ai la mienne. Je te donne un contrat, tu accomplis le contrat, puis on s'entend sur des termes très clairs, très définis, puis la responsabilité est la tienne, puis je sais où est-ce que ma responsabilité s'arrête. Tandis que tant que tu es employeur, c'est différent. Un employé fait une erreur, c'est l'employeur qui assume les responsabilités. Oui, puis il y a les ressources humaines après ça là-dedans. Puis là, ça dépend, mais si quelqu'un est chez toi temps plein, ben t'es la personne qui le fait vivre. Tu sais, il y a une famille derrière ça, il y a des responsabilités, qu'est-ce qui se passe quand ça va moins bien, puis ils dépendent de toi. Fait que c'est une grande responsabilité, mais je trouve ça intéressant, pareil, que tu sois capable de comme t'avouer que c'est peut-être pas pour toi, en tout cas pas en ce moment, puis que tu préfères pas avoir d'employé tant que ça, puis tu sais, que t'as pris le step back, là, comme... Comment t'as vécu ça? Y a-tu eu un breaking point, là? Tu sais, genre un moment là, que t'as dit, OK, là, je suis plus capable. Oui, il y en a eu. C'est sûr et certain. Mais tu sais, il était échelonné sur plusieurs mois. C'est ça. J'ai des employés X, Y, Z qui ont fait des erreurs coûteuses. Puis au moment où ils ont fait les erreurs, j'étais comme, à quoi t'as pensé? Puis la personne a dit, je suis désolé. Puis tu sais, elle a juste levé les épaules un petit peu dans le genre, je suis désolé, mais pas mon problème, genre, c'est tes affaires. Tu sais, c'est des erreurs de plusieurs milliers de dollars. Puis t'es comme, oh my God, OK, mais t'as vraiment... C'est mon argent. C'est mon argent que t'as mal géré, que t'as mal dépensé, mais c'est moi qui dois écoper. Puis toi, au final, tu fais encore ton salaire. Je veux dire, je vais pas t'enlever les milliers de dollars que tu viens de me perdre dans ta mauvaise action ou dans ton mauvais démarchage, peu importe. Mais c'est comme ça que ça marche. Puis tu sais, j'avais un employé qui avait fait une erreur de production. Je faisais quand même faire de la sous-traitance. Donc, j'avais à peu près 75% de la production qui était in-house, puis j'avais un autre 25% qui était à l'externe. Et j'avais un employé qui a fait une erreur de production, puis il m'avait donné justement les épaules comme ça. Puis les fils se sont touchés, je vous dirais. Puis le sous-traitant avait fait le même genre d'erreur. Mais le sous-traitant, quand je suis allé voir, je suis comme, hey, en passant, la pièce que tu m'as fabriquée, gars, elle ne fait pas à cause de X, Y, Y. Il est comme, OK, il se jette là, c'est beau, on va te créditer la facture, mais on va te refaire la commande. J'étais comme, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux, c'est rafraîchissant. Tu sais, il a pris le blâme, la responsabilité de son erreur, puis il a assumé les conséquences. Tandis que l'employé ne peut pas faire ça, en fait. Tu peux jamais demander à l'employé de faire ça. C'est pas l'environnement ou le contexte d'un employeur-employé en tant que tel. Fait que, à ce moment-là, le premier domino était tombé dans mon esprit qu'il fallait que je fasse le shift d'avoir des employés à avoir des sous-traitants. Je trouvais que c'était plus... ça me fitait plus à mon pattern. Tu sais, des employés, c'est day in, day out. C'est à tous les jours. Tu peux pas passer des journées sans leur parler, tandis que des sous-traitants, tu peux leur parler 1 à 2 fois semaine, puis c'est en masse suffisant. Fait que je trouvais que c'était plus fité pour moi, je te dirais. Puis là, vu que maintenant, c'est plus toi qui fais la production, dans le fond, c'est un sous-traitant qui fait ça pour toi. Exact. Ben justement, je me rapporte à la question tantôt, mais tu sais, maintenant, c'est quoi ton quotidien? Est-ce que, genre, toi, tu fais de l'admin? Est-ce que ça te demande tant que ça de temps ou non, quand même, là, comme t'es quand même... Ouais, c'est ça. Ouais, maintenant, j'ai refocusé mes forces puis mes efforts à des endroits qui étaient plus payants, plus rentables pour moi. Passer du temps dans un atelier, c'était pas quelque chose qui était mon domaine à l'origine. Fait que maintenant, oui, je fais beaucoup plus de la
comptabilité, de l'administration. J'ai commencé à m'auto-éduquer en Facebook Ads. Je voulais comprendre un petit peu dans quel domaine je dépensais une majorité de mon budget. Parce que souvent, on dépense de l'argent, on fait confiance aux gens, mais des fois, on réalise que les gens nous prennent pour acquis, puis le service est peut-être plus là, puis le rendement est plus là. Fait que là, je réalisais que j'avais des gros montants d'argent qui allaient dans le marketing, mais je comprenais pas comment ça partait. Fait qu'à ce moment-là, je fais quand même, tu sais quoi, je pense que je vais regarder un petit peu comment ça se passe. Facebook Ads, Google Ads, parce que 90%, non, pas vrai. Je vous dirais 75% de mes ventes, ça se passe sur mon site Internet. Fait que je veux comprendre comment ça se passe parce que c'était quelque chose qui était très inconnu pour moi. Ouais. Puis, à un moment donné, il faut que tu t'auto-éduques. Mais Faut que tu mettes les mains dedans. C'est le plus bel avantage d'un employeur ou d'un entrepreneur, je pense, parce que si tu sais pas de quoi tu parles, tu peux te faire crosser. Exactement. Ouais, c'est vrai. Puis tu peux avoir la cave, mais ça, c'est une autre affaire. On peut se relever, mais tu sais, c'est important là, quand même. Là, tu sais, en tout cas, fait que je comprends l'idée. Absolument. Mais tu sais, comme juste au début, je voulais faire la production par des gens. Puis j'avais fait faire des soumissions sur une plateforme qui s'appelle Ébéniste Québec. Puis j'avais eu plusieurs soumissions. Puis je regardais les prix. Je suis comme, écoute, ça coûte si cher que ça, faire mon produit. Fait que c'est ça qui m'a amené un petit peu à faire la production moi-même, à améliorer le produit, la finition, comprendre comment ça prenait de temps faire un board, savoir c'est quoi mon coût à moi. Puis je suis prêt à payer combien quelqu'un d'autre pour le faire. Puis si j'avais pas fait cette courbe d'apprentissage-là, ben je me serais probablement fait avoir. J'aurais des moins bonnes marges de profit sur mon produit aujourd'hui. En l'ayant fait moi-même, j'étais capable de mieux négocier, mieux... Tu sais, quelqu'un peut dire « Ah, je te charge tant pour une planche. » Comme, ouais, mais attends, là, moi j'en ai fait à peu près une centaine, 200, 300, 1000. Puis ça me prend à peu près ce temps-là. Puis je suis pas un ébéniste, j'ai pas la moitié des outils que t'as. Fait que ça me permettait dans une position pour négocier, savoir de quoi je parle. Puis je pense que c'est important, avant de commencer à déléguer quelque chose à quelqu'un, assure-toi de bien comprendre qu'est-ce que tu délègues. Oui. Parce que sinon, la personne à qui tu délègues peut ne pas être la bonne personne, peut mal le faire. Il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en compte. Fait que c'est super important de s'auto-éduquer. En tant qu'entrepreneur, je pense que tu n'as pas le choix de toucher à tous les départements. Je te demande pas d'être spécialiste dans tout, mais il faut que tu sois un généraliste dans tout. Non, je suis vraiment d'accord avec ça. Vraiment. Puis en ce moment, justement, c'est quoi tes ambitions? T'sais, est-ce que tu te focuses vraiment sur les produits que vous avez en ce moment puis comme maximiser leur potentiel ou tu as d'autres idées? Tu veux élargir? J'ai beaucoup de questions, désolée. Non, mais j'ai des réponses à chacune d'entre elles, mais si je détourne ma question, remets-moi dans le droit chemin. Ça, j'oublie, mais... Parce que moi, je suis un TDA, puis je te dis tout de suite, quand ma tête à part d'un bord, elle peut oublier des fois l'origine de la question. Je te dirais que... tu vois, repasse ta question. Donc, en ce moment, est-ce qu'en ce moment, t'es comme en mode focus sur les produits que t'offres puis comme maximiser leur potentiel? Est-ce que tu veux élargir tes horizons? Tu te positionnes où? D'autres idées de produits? Oui, ben j'ai plein d'idées de produits pour de vrai. J'ai réalisé que la partie de mon emploi que j'aimais beaucoup, c'était concevoir des produits puis arriver avec des nouveaux prototypes, tester des nouvelles choses. Ça, c'est quelque chose qui m'allume énormément. Des fois, tu sais, on a tous une liste de priorités, des choses qu'on doit faire. Écoute, j'avais la comptabilité et l'administration en haut de liste qui était le plus important à faire, mais je me retrouvais toujours à faire le numéro 14 et 15 qui était genre aller améliorer mon rouleau ou un nouveau produit que j'ai sorti, le Balance Board 360, puis tu sais, comme aller rechercher des nouveaux produits à faire sur Etsy, puis je me disais, non, reviens vers la comptabilité, mais naturellement, j'étais porté à faire ça. Fait que c'est ce que j'aimais le plus faire, je te dirais. L'administration, je me tente pas trop d'embarquer là-dedans. Ouais, me regarde. C'est qui fait l'administration entre vous deux? C'est moi, c'est toi? mais ça va pas du tout en ce moment. Bref, je suis dans une grosse restructuration personnelle. Okay. J'ai essayé de pas coiffer. OK. T'es coiffeuse de... Oui, okay. oui, j'ai un Euphorique. Dans le fond, c'est un salon de coiffure. J'ai vu ton salon, on c'est est super 18 cher en personnes. passant. Oui, c'est vraiment beau. On vient de déménager puis de tout rénover. Mais bref, oh mon Dieu, je m'ennuie de mes clientes. Puis là, Sandra, cette semaine, une fille avec qui on travaille, une collègue, elle me dit « Hey, tu parles donc bien depuis que tu coiffes plus. Tu fais une cliente, t'arrêtes plus de parler. » Fait que bref, je comprends exactement... Je finis mes journées puis je suis comme « Oh, wow, c'est vraiment beau, cette vidéo-là. » Puis là, je suis comme « Ah, ouais, ça, c'est pas fait. OK, bye. » Ouais, c'est ça. Vous êtes plus dans la créativité. Puis quand tu as un profil très créatif, c'est un peu plus difficile de s'asseoir pour faire les tâches... Exact. Répétitives, récurrentes que tu dois faire chaque semaine. Ouais, c'est ça qui nécessite de se casser la tête. Puis en tout cas, je comprends. Mais tu sais, récemment, tu vois, j'ai jamais eu ce diagnostic de mon docteur de famille, mais je suis TDA. Ouais, mais c'est Puis je m'arrange par la bande. Mon ami... je ne vais pas le nommer, mais je ne sais pas si c'est légal, là, mais tu sais, j'ai un de mes amis qui me donne de ces pilules. C'est pas légal. C'est pas légal? Non. La légalité, c'est subjectif. Bref. Exactement. Mais bref, je me suis fait donner des pilules de... Ça t'aide. Ça m'aide, tu dis? Ça a complètement changé ma vie. Ouais, je suis maintenant capable de faire
toutes les tâches administratives C'est que fou, je hein? redoutais. Tu sais, ma comptabilité, j'étais en retard de quasiment 1 an et 3 quarts. Et quand même! 1 an et 3 quarts sur ma comptabilité, puis j'ai tout refait ça en l'espace de 2 mois. Puis maintenant, si je suis capable de me pencher sur le Facebook Ads, c'est bien parce que j'ai l'aide de ces petites pilules-là. J'aime pas dire ça parce que souvent, il y a une connotation péjorative avec ça, mais, tu sais, la médicamentation, pour pas dire des pilules, si tu as une situation ou une condition particulière, moi, ça m'aide incroyablement, puis ça me permet de faire ces choses-là que je Mais en procrastinais. fait, là, moi, je suis en train de beaucoup m'informer là-dessus parce que j'ai été médicamentée. Là, je le suis plus et j'aimerais le redevenir. Okay. Mais j'ai envie d'essayer d'autres choses. Puis là, j'ai écouté des documentaires sur justement le Concerta versus Adderall. le Ritalin versus, je pense que c'est ça. Oui, Adderall. Adderall, Aux États-Unis, exactement. c'est super populaire. Fait Ouais. que versus tout ça. Puis ça apporte beaucoup d'autres problèmes au niveau de la santé quand tu le Apparemment, prends ouais. pas. Tu sais, mettons l'hyperphagie, il y a beaucoup de choses qui découlent du TDA autres que si tu es médicamenté, ben ta santé va juste se porter mieux après. Fait que bref, c'est pas tout. Faut trouver qu'est-ce qui est bon pour nous, dans le fond. Absolument. Faut vraiment pas démoniser quelque chose, dans le fond. Je déconseille aux gens de faire comme moi je fais. Là. C'est vraiment pas la bonne approche. J'ai un rendez-vous avec mon médecin de famille. Ça va être discuté, c'est sûr et certain. Je vais aller vers le droit chemin. J'ai juste découvert ça dans une conversation banale. Puis j'étais comme, je vais essayer. Puis en essayant, j'étais comme, vous avez vu le film Limitless? Non? C'est Tu avec le gars. Bradley genre? Cooper? Oh non, Non? j'ai pas vu ça. OK. Hey, Je pensais que c'était le bon? film Nitro. Je l'ai Hein? écouté. C'est J'adore bon, ce c'est beau c'est film. au-delà de bon selon moi. C'est Ah ouais. vraiment, peu importe de quelle facette de la société tu viens, ton salaire, homme-femme, peu importe, c'est un film qui est incroyable. je Ah trouve. ouais, bon. Puis c'est Bradley Cooper, il est beau bonhomme, fait que je pense que je vais Ouais, aller ça. ben ouais. Bradley Cooper. Ben, c'est vraiment intéressant. Puis non, je comprends tout ce que tu dis, là, dans le sens que, mettons, Cam, je le vois qu'elle, genre, elle a un trouble d'attention avec hyperactivité. Puis, tu sais, ça paraît solide. Puis, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui le sont. Puis, tu sais, moi, genre, j'ai pas de diagnostic non plus, mais je me suis fait conseiller tout mon parcours académique de consulter parce que j'en avais probablement un. Fait que, tu sais, je sais, c'est juste que moi, dans ma famille, ma mère est pas comme pour la médication. Fait que je me suis jamais fait pousser dans cette voie-là. Puis, c'est correct parce que je performe pareil sans. Mais je sais la différence que ça fait. J'ai jamais touché à ces pilules-là parce que je veux pas l'essayer. Parce que je sais, correct. Je je sais respecte. que je vais avoir une différence. Puis, tu sais, le monde tu sais, même les gens qui ont pas de TDA ou de TDAH, qui prennent du Concerta ou whatever, ils leur remarquent la différence que ça fait. Ben oui. C'est juste que si t'as pas le problème, le diagnostic, la condition, il faut pas que tu y touches parce que, en tout cas, bref, mon ami m'a fait un parallèle, mais tu sais, c'est comme si, quand t'as un trouble d'attention, ben, on a tous une petite ligne dans notre cerveau. Ben oui. Puis quand t'as un TDA ou un TDAH, ben, ta petite ligne, elle diffère. déroges, ouais. Ouais. C'est ça. Mais là, si tu commences à prendre la médication quand ta petite ligne est normale, ben là, ça va causer problème parce que ta petite ligne, elle a pas besoin de se faire, se Oh, faire j'aime ça. remettre Ouais. dans le droit chemin. Fait que, en tout cas, merci Laurence. Fait qu'en tout cas, petite parenthèse, on déroge encore du sujet. Puis voici. TDA, TDA. Je comprends. Fait que je me suis dit pourquoi. Ah oui, parce que t'as dit que là, l'admin, ça te C'est ça. passionnait pas. Tu t'es Oui. lancé Ouais. un peu plus en comprendre le marketing, le brand de ton entreprise. Exact. Les Facebook ads. Oui, C'est ça, fait que là, tu développes ça. exact. Fait que là, je suis beaucoup plus... Comme oui, On est revenu, on a réussi. est là. Fait que je suis beaucoup plus en ce moment dans l'administration. Mon day-to-day maintenant, c'est l'administration, la comptabilité. Ma force, c'est la vente. Moi, quand je fais des événements, je fais essayer mon produit aux gens. Je suis capable de vulgariser son utilisation. Je suis capable de rendre ça accessible aux petits-enfants, aux ados, aux personnes plus âgées, aux athlètes, aux athlètes de sofa. Je veux dire, il y a vraiment plein de manières que je peux décliner son utilisation pour la rendre utilisable pour presque tout le monde. Puis c'est là ma force. C'est quand j'étais en personne à personne. Parce Ouais. que derrière un écran, écrire un email, premièrement, mon français n'est pas irréprochable. Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas irréprochable. Puis je dis souvent que c'est plus facile pour moi de m'exprimer verbalement que de m'exprimer par écrit. Fait que je préfère avoir de plus en plus de contacts humains par le biais des événements. Mais force est d'admettre que ces temps-ci, c'est l'ordinateur qui est mon outil de travail numéro Ouais. 1. C'est Ouais. mon quotidien, je te dis. Mais là, avec l'été qui arrive, j'imagine que là, les événements. Ouais. Mais Ça tu sais, va on repartir. peut croiser dans un événement. Exact. Toi, t'étais là pourquoi, dans le fond? Étiez-vous là aussi pour le 5 à 7 réseautage, travailler avec des influenceurs? On s'est croisés au gala Influence Création. Exactement. Gala Influence Création qui est organisé par l'agence Wave & See, qui est en fait mon voisin de bureau. J'ai un bureau dans un espace qui s'appelle ClickSpace. C'est un peu comme un genre de cowork en quelque sorte pour des entrepreneurs. Et mes voisins, je les côtoie tous les jours. Puis ils voyaient mon produit, ils trouvaient ça cool. Puis ils m'ont proposé au début de l'organisation de leur événement de justement faire partie de l'organisation comme étant une activation parce que les gens auraient pu essayer mon produit. Et c'était leur première édition. Je trouvais leur idée incroyable. Je me rappelle toujours, j'avais dit à Maud puis à GM, vous avez une belle idée, je trouve ça
cool, je pense qu'il y a un haut potentiel. Cependant, avec l'expérience, je me suis fait beaucoup inviter dans des événements où est-ce que c'était la première édition. Puis, des fois, on te vend la lune, mais finalement, on se rend même pas à Repentigny, tu vois, genre. Fait que je m'étais dit, tu sais quoi, je suis partant pour vous aider d'une manière X, Y, Z, mais je vais pas embarquer dans notre événement parce que j'avais un budget à respecter. Puis, d'être présent à cet événement-là, il y avait un coût qui était relié à ça et j'étais pas prête dans mon budget à faire je veux pas dire sacrifice, mais cet investissement-là à ce moment-là. Fait que je me suis dit, regardez, je vais être spectateur, je vais voir comment ça va se dérouler la première fois, je vais assister à votre événement, puis je vais pouvoir tirer mes propres conclusions à savoir si l'année suivante, j'allais embarquer ou pas. Puis force est d'admettre, leur affaire était très bien organisée. Je sais pas vraiment, c'était le fun. Comment vous avez trouvé ça, vous? Par rapport à l'organisation, moi, ce que j'ai trouvé vraiment cool, c'est quoi? C'est le bar open. Vraiment. Genre, j'aime bien manger, puis j'ai trouvé qu'il manquait pas de bouffe, puis ça c'est tellement vrai, il y a pas manqué de bouffe. Le nombre d'événements qui manquent de bouffe, c'est toujours sur un reproche à un événement. Ben là, pas comme si j'avais fait 1000 événements, mais beaucoup de gens autour de moi, on a déjà jasé de l'événementiel, puis c'est toujours le problème, la bouffe, il manque de bouffe, il en donne pas assez. Et là, il en manquait pas. Vraiment. Puis, puis ça m'a permis de découvrir plein d'entreprises, puis non, moi j'ai trouvé ça top, genre... Moi aussi. L'attitude des gens aussi. C'est comme nous, on se connaissait pas. Tu sais, ton partenaire, il était comme non, faut que tu parles à Nicolas, là, viens ici. Puis là, tu sais, on parlait juste à plein de gens qui s'échangeaient, c'était positif. C'était un bel événement de réseautage au final. Exact, vraiment. Je trouve ça vraiment cool. Puis c'est peut-être parce que Camille puis moi, on en a pas fait si souvent, là, mais tu sais. C'était notre premier. C'était notre premier. Là, ça fait quand même juste 6 mois qu'on a lancé le podcast aussi. Mais bref, tout ça pour dire que je trouve ça le fun des événements de réseautage, là, de rencontrer des gens, de parler, de serrer des mains, puis juste comme justement mettre une petite graine dans leur tête, genre ça c'est nous. On est ici. On existe. Ils vont revoir notre nom passer, puis ça me semble ça dit quelque chose, ça. OK, crédibilité, puis avec le temps, c'est ça. Oh non, moi j'ai trouvé ça le fun. J'irais dans des affaires de même chaque mois si je pouvais. Là. Moi, j'ai été à l'événement sans vraiment d'attente. Comme je disais, l'idée, je la trouvais incroyable. Je suis comme, un gars là pour les influenceurs. Ils veulent pas qu'on dise le terme influenceur. Créateur de contenu, exactement. Ils l'assument vraiment, ça, j'ai réalisé. En tout cas, bref. C'est parce que dans les médias, le terme influenceur est mal vu vers la population, mais c'est les créateurs de contenu. Bref, j'étais comme, hey, c'est quoi? S'il y a un gala artiste, puis il y a des galas Juno, puis il y a des Oscars, tu sais, il y a des galas pour tout. Pourquoi il n'y en a pas pour ces personnes-là? Je trouve qu'ils créent du contenu, puis c'est important qu'est-ce qu'ils font. Fait que j'étais comme, OK, l'idée est vraiment bonne, je veux voir, je suis très, très curieux. Puis honnêtement, je vais être honnête avec vous, je suis rentré, ça a pris 30 secondes, j'ai fait, j'aurais dû embarquer. Je l'ai vu tout de suite, j'étais comme, ils ont fait quelque chose de vraiment sharp. C'était la première édition, c'était pas parfait, mais la base est vraiment là, c'est bien fait. Puis les gens qui se sont pointés, tu sais, mais moi, c'était ça surtout que je me questionnais. On était stressés, nous. On connaissait personne. On a payé notre billet nous-mêmes. Fait qu'on n'était pas stressés de on se fait inviter, on y va pas sur malaisant. On a payé notre billet, fait qu'on était all-in d'y aller. On voulait vraiment comme se faire connaître, là. Échanger avec des gens. Vous avez bien fait finalement. Oui, vraiment. En rétrospection, je veux dire, business-wise, c'était un bel événement à assister. Oui, c'est ça. Tu sais, comme moi, Cam, on en a entendu parler, puis on a comme acheté les billets avant de comme plus creuser. Peut-être que j'aurais creusé plus avant, je me serais questionnée, mais là, en tout cas, les billets étaient achetés. Là, je checkais ça aller, puis tu sais, je voyais les stories qu'il y a eu republiées, puis j'étais comme, je sais pas, tu sais, est-ce que ça va être les créateurs de contenu que je connais ou ça va être comme les nouveaux de l'année passée qui sont. Mais finalement, il y avait vraiment plein de gens que je savais c'était qui, puis là, je trouvais ça intéressant de comme rencontrer du monde. Mais en même temps, nous, on avait comme 2 rôles, je vais dire, puis c'était peut-être la même chose pour toi, je sais pas, mais tu sais, il y a comme, OK, nous, on était là pour représenter le podcast. C'était de ça qu'on voulait parler principalement. Fait qu'il y avait les gens qu'on approchait du genre, allô, tu sais, nous, blablabla. Puis là, on se présentait, puis on apprenait à se connaître. Puis on parlait du podcast. Puis il y a les gens que là, tu fais juste comme, hey, j'aime ce que tu fais, genre, je te suis, puis je trouve ça je trouve ça le fun. Juste comme dire, c'est pas en mode fan, là, les vraiment voir en présentiel, pas leur écrire sur un cellulaire. Exact. Ça, genre, hey, c'est nice ce que tu fais, tu sais, mais là, ça enclenche pas toujours une discussion, là. Ils sont pas toujours genre, fait que toi, t'es qui, là? Ils sont juste nice, c'est vrai. Nice. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça. Puis l'attitude, comme tu dis, je sais pas toi, t'en as pensé quoi, les mais gens comme. ont une belle approche, pour le reste, c'était ouvert d'esprit toute la soirée. Les gens étaient gentils. Ça, c'était vraiment le fun parce qu'on savait pas trop, encore une fois. Des fois, il y a des petits stéréotypes par rapport aux créateurs de contenu et leurs attitudes. Absolument. Puis moi, je pense que les gens vont être des divas là-bas, mais non, c'est. Moi, j'avais un petit peu cette crainte-là. Là. Tu sais, nous, on vient de Sherbrooke, puis on était comme, tu sais, on va-tu. Les gens de Montréal. Mais tu sais, nous, on parle à tout le monde tout le temps, là. Tu sais, c'est comme naturel. Mais là, on se disait, on va-tu comme. Ben ouais, puis tu sais, je pense que c'est normal, là. Comme, puis Camille, elle a dit, puis pas Camille, pardon, mais notre amie Marie-Lou, tu sais, c'est que c'était quand même un événement pour ça. Fait qui va arriver là en mode diva, air de beurre, tu sais.
On doit quand même garder ça en tête, Ben ouais. là, mais reste que l'image que ça a dégagée était positive, puis moi, j'ai bien aimé. Là, j'aimerais ça qu'on revienne à nos moutons, OK? Parce que j'ai une question, OK? Vas-y. Tu as fait partie du programme Adopting. Oh, Ça se mon peut-tu Dieu, que j'ai vu c'est ça vrai. passer? Absolument, oui. Puis moi, je me souviens, là, dans ce temps-là, j'avais comme un autre salon, là, vraiment longtemps, là. Puis il y avait ce programme-là qui était sorti. Là, toi, tu t'es fait adopter. Exact. Peux-tu nous raconter ton expérience? T'as-tu aimé ça? C'est quoi que... Ça a été vraiment ça coche, OK? Donc, Adopting, j'ai appliqué à cette cohorte-là, ou cette, je sais pas comment on peut appeler ça, cette initiative entrepreneuriale-là, et j'ai été sélectionné à ma première candidature. OK. J'ai appris par la suite, en côtoyant les 25 autres adoptés qui avaient été sélectionnés, on était à la 3e cohorte, et en parlant avec les autres adoptés, j'ai réalisé qu'il y en a quelques-uns qui avaient appliqué sur la première, la 2e puis la 3e cohorte. Moi, j'étais arrivé d'entrée de jeu, j'ai appliqué, first shot, j'ai été sélectionné right away, puis quand on s'est rencontré un peu les autres adoptés, mais tu sais, on est toujours, en tant qu'entrepreneur, on est un petit peu plus, on peut plus facilement se mettre à nu que d'en parler publiquement, exemple de nos chiffres puis de notre parcours entrepreneurial. Et je parlais avec les autres, puis ils étaient comme, ah ouais, moi, ça fait 4 ans que je suis en business, l'année passée, chiffre d'affaires de tant de milliers ou tant de centaines de milliers. Ah, nous, on était à 1,3 million. J'étais comme, ah ouais. Puis là, il y en a un qui sort sur moi, puis hey, toi, Nicolas, hey, tes balance boards, c'est hot, là, tu dois en vendre en esti. C'est quoi ton chiffre d'affaires l'année passée? Puis j'étais comme, 8500 $. Puis là, tout le monde était comme, quoi? Mais genre, tu sais, il me voyait un peu comme un imposteur. Genre, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, l'autre fait comme. Fait que là, t'as-tu appliqué comme 2 fois avant d'être sélectionné à la 3e? Je suis comme, non, c'est la première année que j'étais sélectionné. Puis les gens, ils étaient comme, j'avais comme un peu comme. Je filais comme un genre de joker ou un as dans la poche, en quelque sorte, dans la manche, je veux dire. J'ai été sélectionné d'entrée de jeu, puis ça m'a permis de côtoyer 24 autres entrepreneurs vraiment incroyables. Puis d'avoir un petit peu un genre de communauté. Parce que quand t'es entrepreneur, t'es un peu seul sur ton île. Tu sais, je veux dire, tes amis avec qui t'as grandi, on a toujours été des employés. On bâche l'employeur, on parle de nos jobs en mal, dépendamment si on l'aime ou pas, c'est sûr et certain. Mais on a toujours ce sentiment-là de nous contre eux. Mais quand on devient le eux, on est un peu seul sur notre île. Des fois, j'ai des conversations avec des amis, puis là, ils sont comme, mon boss, il a fait telle affaire, il m'a dit, il a pris telle décision. Je suis comme, ouais, mais tu sais, ton boss, il a peut-être raison, parce que, tu sais, à cause de X, Y, Z facteur. Puis là, tes amis te regardent, c'est comme, puis ils sont pas d'accord avec toi, parce que c'est eux qui sont perdants sur ce côté-là. Mais quand tu regardes la situation de manière partielle, puis maintenant que tu campes le rôle d'employeur, ben, tu réalises un petit peu les plus et les moins de chaque côté. Fait que tu te retrouves un peu seul quand tu veux parler de ton day-to-day. Fait qu'en ayant Adopting qui était présent, mais c'était capable de côtoyer d'autres entrepreneurs puis de parler de ma réalité avec eux, puis des choses qui me faisaient chier, puis de comprendre un petit peu mieux comment eux avaient fait face à des situations que moi, je m'apprêtais à faire face. Fait qu'il y a eu un genre de coaching, un petit peu mentorat entre nous. Ça m'a permis vraiment de grandir en tant qu'entrepreneur. J'ai énormément aimé cette initiative-là, Adopting. On était à l'école d'entrepreneurs de Beauce, entrepreneurship de Beauce, pendant un week-end où est-ce qu'on a eu des formations qui nous ont été données. On a eu plein d'événements de réseautage où est-ce qu'on se réunait ensemble. On avait accès à Nicolas Duvernois puis à Anne Marcotte, qui sont 2 entrepreneurs québécois incroyables. Ils nous ont vraiment beaucoup aidés. Ils nous ont mis en relation avec... On a eu un meeting qui était chez Deloitte. Je sais pas si vous connaissez la firme Deloitte, mais ils font pas mal tout, je vous dirais, en termes de marketing. De marketing? Marketing, fiscalité, comptabilité. Ils font tout Deloitte. Là, je savais pas que Deloitte faisait du marketing. Ben, okay, peut-être que je me trompe en disant ça, mais... C'est pas grave, mais ils font tout. Ils ont vraiment l'air de tout faire. Puis ils nous ont accueillis là-bas. On a eu des conférences très privilégiées. Restreintes. Bref, mon mot m'échappe. Mais vous comprenez ce que je veux dire? VIP, exactement. Avec des entrepreneurs québécois de la Caisse de Desjardins. On a eu Dominique Gagnon aussi qui nous a montré un petit peu comment il avait parti Connect and Go. C'est toutes des choses qui sont très inspirantes. Puis, tu sais, ils nous expliquent leur parcours entrepreneurial, puis tu apprends énormément de ces expériences-là. Fait que j'ai adoré Adopting, puis ça m'a permis d'être en contact avec d'autres entrepreneurs. Puis aujourd'hui, je suis encore ami avec certains d'entre eux. Ça, c'était il y a combien de temps? Ça, c'était très tôt dans l'entreprise. Je pense que c'était en 2019 que j'ai été sélectionné. En 2019, puis Adopting, si je me souviens bien, c'est genre, ils payent ton salaire toute ton année, quelque chose comme ça? Non, en fait, il y a plusieurs... moi, je pensais que c'était ça. Non, mais en fait, ils sélectionnent 25 adoptés qui vont avoir justement du coaching, du mentorat, des conférences particulières. Puis parmi ces 25-là, il y en a 10 qui ont une subvention de 25 000 $, je crois. J'espère que je ne me trompe pas. Puis, ben, c'est ça. Ça doit changer chaque année. Ben, ça l'aide énormément, c'est sûr et certain. Mais tu sais, des subventions au Québec, là, ben oui. Il y en a comme ça quand tu te pars en entreprise. Ouais. Ce que tu parles, toi, c'est la mesure STA. C'est mesure soutien aux travailleurs autonomes. Grosso modo, c'est comment je peux t'expliquer ça le plus vulgaire possible? C'est une initiative qui aide les jeunes entrepreneurs en démarrage, qui leur fournissent un genre d'assurance-emploi, assurance chômage, qui équivaut à peu près à 21 000 $ dans l'année, où est-ce que eux, leur intention, c'est de te former, t'aider à partir de ton entreprise, puis ils veulent pas que tu te soucies de travailler
à côté pour être capable de fournir à tes besoins essentiels comme ton loyer, ta nourriture, tout ça. Fait qu'eux, ils te fournissent 21 000 $. Fait qu'ils se disent, t'es pas obligé de travailler. Maintenant, tu peux te concentrer uniquement sur ton entreprise. Puis on te donne de la formation puis des cours durant ce processus-là de 1 an. Et c'est l'équivalent de, je dirais 3 semaines d'école en tant que tel, entre guillemets. Mais tu sais, tu as 3 semaines d'école, puis ils te donnent 21 000 $, puis ils t'aident avec ta business, puis ils te donnent du coaching, du mentorat, tout ça. Fait que la mesure STA, je l'ai eu aussi, puis ça l'aide énormément. Ouais, c'est hot, ah non, ça. c'est intéressant. Puis ça, fait que Adopting, en fait, c'est juste comme une façon. Ben, juste. Ça donne accès à tout ça gratuitement, tout ce que tu as nommé. C'est ça, plus le point. Exactement, Okay. mais c'est comme le plus de la mesure STA. C'est La mesure ça, STA s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. Adopting, c'est comme le public puis le privé. Ouais. Fait que Adopting, c'est plus privé. Puis tu sais, quand tu te fais sélectionner comme un adopté, c'est un privilège. Parce Ben, que vraiment. ils reçoivent 400 candidatures, ils en sélectionnent juste 25. Ouais. Moi, quand j'ai été sélectionné, j'étais vraiment comme... Tu sais, je me suis gonflé le chest. J'étais vraiment fier d'avoir été sélectionné. Puis ben, c'est ça. Ce qu'ils offrent par la suite, c'est un petit peu plus niché, un petit peu plus pointilleux. Mais c'est vraiment très, très cool. Ça t'ouvre beaucoup de portes au niveau business. Là. Ah non, c'est sûr, c'est vraiment nice. Fait que on tire déjà à notre fin. Ah oui? Oui, Oh, mais ça, c'est allé vite. oui, non, ça va vraiment vite, une heure. Mais notre dernière question, ce serait à savoir justement quel conseil donnerais-tu à toi il y a 4 ans ou à quelqu'un qui se lance en affaires? D'y aller à ton rythme. Okay. Parce que souvent, tu te laisses influencer par les autres. En côtoyant les gens d'Adopting, ça m'a fait peser sur l'accélérateur quand j'avais peut-être pas besoin de le faire. Okay. Allez-y à votre rythme, faites les choses de la bonne manière, dépêchez-vous pas, bâclez pas les choses, éduquez-vous sur tout ce que vous avez besoin de faire avant de le déléguer. Parce que c'est ça qui est arrivé, c'est que j'ai délégué pour aller vite, mais finalement, j'ai mal délégué, j'étais pas capable d'encadrer les gens. C'est vraiment... faites vos devoirs, allez pas trop vite, prenez votre temps, puis croyez toujours en vous. Jamais. J'aime ça. Hey, c'est beau. Jamais douter de soi-même, ça c'est sûr et certain. Là. C'est ça. Ouais, Fait que, merci beaucoup de ton passage. On te souhaite beaucoup de succès. Oui, Ben, ça me fait avec plaisir. On va aller essayer ça. Là. les balance Ouais. boards. Je vais vous faire essayer ça, je vais vous tenir les mains. Cette saison de 36-24, le podcast est propulsé par Sismic Culture d'Impact.